Bonjour, moi si vous l'avez compris, je suis le docteur Metorst Charlotte, je suis urologue et andrologue et je fais partie bien évidemment de l'AFU, du comité d'andrologie de la médecine sexuelle, mais aussi de la SALF qui vous salue parce que c'est un acteur aussi dans l'infertilité, et de la Société francophone de médecine sexuelle. Alors tout ça c'est francophone, donc on vous attend à nos réunions. Et maintenant je pense que ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille avec Frédéric à optimiser au maximum la prise en charge des couples infertiles. Notre but à tous les deux, en fait, c'est d'avoir des patients heureux. Donc des patients heureux, c'est des patients qui ont compris ce qu'ils avaient et qu'on va optimiser pour que, à la fin de l'histoire, il y ait un bébé, ou quand il n'y en a pas, c'est vraiment qu'on serait allé jusqu'au bout. Voilà, donc on va commencer par vous parler du Covid, parce que c'était un sujet d'actualité. Alors j'ai utilisé le passé parce qu'on a l'impression quand même qu'on a un petit peu fini avec tout ça. Voilà, donc Frédéric, c'est un brillant gynéco-obstétricien spécialisé en AMP, mais qui est aussi andrologue, c'est vrai, hein, t'es andrologue aussi. Ouais, voilà, qui est passé par l'équipe de Friedman. Donc il a même s'il paraît très très jeune, il a une énorme expérience clinique. Je ne suis pas si jeune, hélas. Donc déjà, moi, je tiens à remercier l'association marocaine d'urologie de m'avoir invité. Parce qu'effectivement, inviter un gynécologue qui n'est pas la spécialité aux journées d'urologie. Mais en fait, je pense que c'est une excellente chose, puisque comme on l'a dit, en fait, la prise en charge de l'infertilité, c'est on prend un homme et une femme en charge. Les gynécologues, on est spécialistes des femmes. Mais il faut que les gynécologues arrêtent de se prendre pour des urologues. Nous ne connaissons pas aussi bien que vous la pathologie masculine. Donc chacun son domaine d'excellence, et c'est en travaillant à deux qu'on arrive justement à avoir des bons résultats. Et effectivement, comme on l'a dit, l'homme ne se résume pas à un spermogramme. Il y a plein de choses autour, et ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est l'importance de travailler à deux. Et c'est surtout une philosophie de PMA qu'on a avec Charlotte, qui est que, en fait, la FIV doit être notre dernière cartouche. C'est-à-dire que le but principal de l'infertilité, de la prise en charge, c'est de rendre une fertilité naturelle, ou en tout cas de rester sur des traitements le plus légers possible. Et pour ça, ça passe par une optimisation de l'homme, puisqu'on sait optimiser la femme, on sait la stimuler, mais maintenant on peut stimuler aussi les hommes pour relancer les spermatogénèses. Et donc c'est de tout ça dont on va parler. Donc il faut vraiment que dans le cadre de la fertilité, on ait une fusion de nos deux spécialités et qu'on arrête de se regarder un peu chacun dans notre forteresse et de temps en temps lever le pont-levis parce qu'on a forcément besoin de vous. Mais il faut que ça devienne un réflexe que chaque homme effectivement soit exploré par un urologue ou un andrologue, comme chaque femme est explorée par son gynécologue. Donc on va commencer par parler du Covid. Alors, mon topo Covid, il est là. Alors, le Covid, ça nous arrivait dessus il y a 2 ans. Et en fait, ça a eu des conséquences totalement imprévisibles sur notre activité, notre façon de prendre en charge les couples, et qui a amené beaucoup de questions. En fait, la première chose, c'est déjà l'histoire. Donc moi, je travaille dans un centre qui s'appelle Parly 2, où on réalise à peu près entre 800 et 900 ponctions par an. Ah, mon topo. Il est en train de mettre le topo. Voilà. Et donc, en avril 2020, le Covid déferle sur la France avec une violence assez terrible puisqu'on se retrouve en système de soins saturé. Toutes les réanimations du public et du privé sont entre guillemets réquisitionnées. Et afin de libérer le plus de personnel possible pour créer des services, puisqu'à Parly 2, nous on a quand même 3 réanimations, une réachir, une réamed et une réacardio. Donc on a étendu nos réanimations, les blocs opératoires sont devenus des réanimations supplémentaires. On avait créé un étage entier pour les Covid avec des respirateurs. Et donc on a tous arrêté ce qui n'était pas urgent. Et la fertilité faisait partie des soins considérés comme non urgents, à tel point qu'on a eu une interdiction d'exercer officielle
l'État qui nous interdisait de poursuivre la PMA, y compris dans le privé, même quand on n'avait pas, même les inséminations, tout devait stopper, parce qu'ils avaient peur qu'entre guillemets les patients du public, du coup, pour ne pas perdre de temps, viennent chez nous et que ça vide le public. Bref, donc premier confinement qui sera sévère, puisqu'on est vraiment enfermé chez nous, donc l'activité s'arrête totalement. Ah, j'ai pas de petit pointeur. Donc on voit que ça s'arrête complètement. Là, il va se passer un phénomène assez rigolo. C'est que quand on enferme les gens chez eux, eh ben, ils se mettent à avoir des rapports sexuels. Et on a eu un baby boom. C'est-à-dire, y compris dans nos patientes en attente de FIV, on a eu plein de grossesses. Comme quoi, enfermer les gens chez eux, les faire dormir, parce que forcément, avec le télétravail, ils n'avaient plus les temps de transport, ils dormaient mieux. Il paraît qu'il y a eu une explosion de la vente d'instruments de cuisine, donc finalement, ils sont mis à bien manger, ils ont amélioré leur hygiène de vie, ils étaient détendus, et ils ont fait des câlins. Après, le problème, c'est qu'après quelques semaines enfermés ensemble, ils ont commencé à se taper dessus, donc là, après, on a eu un baby crack. Mais donc, quand on nous dit on va reprendre l'activité PMA, on était tous un peu inquiets de la reprise parce qu'on restait quand même en activité limitée, parce que même si le confinement se levait, nos hôpitaux étaient encore très chargés et on nous avait donné des consignes comme quoi il fallait que notamment, comme nous on travaille en bloc général, on n'a pas de bloc ponction spécifique, il fallait qu'on libère les blocs à 10 heures pour les chires cardiaques et ainsi de suite. Donc on se disait, bon, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse 5-6 ponctions par jour. Donc on avait étalé sur toute la semaine, dimanche compris, pour faire ça. Et en fait, le retour des patientes n'a pas eu lieu. Parce qu'on s'attendait à devoir faire ce qui était prévu en juin-juillet. Et on s'attendait à rattraper ce qu'on n'avait pas fait pendant 2 mois. Et en fait, à notre surprise, on a eu une activité très réduite à la sortie du confinement. Les gens ne sont pas revenus. Après, au mois d'août, le centre fermé. Ensuite, on a eu une petite reprise et deuxième confinement qui réinduit une chute. Sauf que sur le deuxième confinement, en fait, c'était un confinement très léger qu'on a eu en France, puisque c'était la phrase de notre Premier ministre, c'était confiné à l'extérieur. Donc en gros, on pouvait sortir, on pouvait faire ce que vous voulez, on n'avait juste pas le droit de travailler. Donc on n'a pas trop compris, on avait le droit de prendre le métro pour aller se balader, mais pas pour travailler. Donc les gens ne se sont pas tellement sentis confinés, mais il y a quand même eu un impact psychologique, puisque notre activité, là on n'avait plus de limitation au niveau de la clinique d'activité, on a quand même encore chuté notre activité. Après, on a eu l'impression que ça y est, on sortait du Covid, on commence à nous parler de la sortie de crise, les gens sont revenus. Mais ils sont revenus, mais on n'a toujours pas rattrapé notre retard. Ensuite, encore un confinement, alors de plus en plus léger, là on ne savait même pas trop, à part nous dire qu'on était confinés, on ne le réalisait pas trop, mais quand même, encore un impact. Et ensuite, ça remonte doucement, ça reprend. Et là, au vu des vagues, finalement, on a remarqué que les gens n'étaient pas revenus. On n'a pas récupéré cette activité-là. Les couples infertiles ne sont pas partis dans d'autres centres, puisqu'en fait, c'est une activité, en discutant avec les autres centres, ils ont tous eu la même situation. C'est-à-dire que 2020 a été une année creuse, 2021 était aussi une année creuse par rapport à ce qu'on avait fait avant. Donc en fait, il y a eu un impact psychologique du Covid, en dehors du côté médical, avec ce que les gens ont appelé le syndrome de la cabane. C'est-à-dire que les gens, à la fin, étaient enfermés chez eux. Et ils avaient peur de sortir. Ils ne voulaient plus sortir, ils ne voulaient pas aller dans les hôpitaux, parce que dans les hôpitaux, il y avait du Covid, donc ils risquaient de l'attraper. Après, il y a eu aussi toute une phase très anxiogène, parce qu'il y a des gens qui perdaient leur travail, parce qu'il y a plein de métiers comme la restauration où ils ne travaillaient plus. Donc il y a beaucoup de gens qui ont reporté leur projet PMA. Et là, on commence à avoir le retour à normal, sauf que maintenant, on nous annonce la 6e vague. Mais bon, la dernière vague Omicron était plutôt calme. Donc maintenant, il y a eu plein d'impacts sur notre activité. Donc au début, quand on nous a dit on reprend, il a fallu que les centres s'organisent, parce que comme on ne savait pas ce que faisait le Covid sur la fertilité, est-ce que ça risquait d'induire des malformations, est-ce que ça risquait de faire des choses, on a essayé de s'adapter. Donc au début, on avait fait des questionnaires, parce que les PCR en France n'étaient pas disponibles tout de suite. On a mis longtemps avant d'en avoir vraiment beaucoup. Donc au début, c'était réservé aux cas vraiment les plus graves. Donc il y a des centres, donc ça c'est une publication de Marine Poulain, qui avait commencé par essayer de faire des questionnaires, sauf que les questionnaires, ils sont déclaratifs. Les questionnaires, comme par hasard, des gens à qui on a reporté la PMA, on leur demande, est-ce que vous avez le Covid? Parce que si vous avez le Covid, on vous reporte de 3 mois. Les gens qui l'ont, même en forme un peu light, se disent, oh, non, je vais bien. Donc, comme par hasard, il n'y a eu aucune déclaration quasiment de gens qui ont dit qu'ils avaient le Covid. Ceux qui l'avaient, c'était vraiment
D'ailleurs, ça se voyait, quand ils arrivaient à l'hôpital, ils transpiraient, ils avaient les yeux brillants, on prenait la température, on se doutait bien que ça passerait pas. Après, donc, on a fait questionnaire plus des PCR, et là, il y a eu un petit peu plus d'annulations, et là, avec d'ailleurs les dernières vagues qui sont Omicron, qui ont été pas graves médicalement, mais par contre une contagiosité extrême, on a eu quasiment 10% de ponctions annulées, ce qu'on fait la RT-PCR la veille de la ponction. On avait 10% des couples qui étaient annulés après une SIM complète. C'est-à-dire que c'est quand même très dur pour la patiente de dire « Génial, vous avez très bien répondu, on va déclencher ODK, on va faire un friso parce qu'on va en avoir plein. » Et PCR positive. Ben non, en fait, vous ne pouvez pas rentrer au bloc. L'autre intérêt de cette étude, c'est que Marine Poulain avait testé les liquides folliculaires sur la phase du questionnaire seul, et elle n'avait retrouvé aucun Covid dans les liquides folliculaires. Après, est-ce que ça a un impact sur la réserve ovarienne? Donc ça, finalement, c'était de dire, ils ont pris des patientes qui étaient suivies sur 1 an avec une AMH initiale, une AMH après, et ils ont regardé celles qui avaient eu le Covid et celles qui ne l'ont pas eu, pour voir s'il y avait une décroissance accélérée de la réserve ovarienne, symbolisée par l'AMH. Et en fait, on voit que non. Le fait d'avoir eu le Covid n'altère pas la réserve ovarienne. Parce que nous, en France, je ne sais pas comment ça a été au Maroc, mais on a eu une espèce de fake news que le Covid rendrait stérile. C'est-à-dire que oui, les femmes qui ont le Covid, il y en a beaucoup qui ont eu un allongement du cycle, surtout quand elles l'avaient en phase folliculaire. Donc ça a allongé de quelques jours, en général, pas plus de 10 jours. Mais l'État nous avait annoncé 2% des femmes. En pratique, nous, on a quand même l'impression que c'était quand même un peu plus fréquent. Donc à partir de là, en France, on est très paranoïaque par rapport à tout ce que nous dit. Donc, quand on nous dit le Covid n'est pas grave, en fait, on est persuadé qu'on nous ment, parce qu'en fait, on a eu l'histoire des masques. Au début, on nous disait les masques ne sont pas indispensables. Ah, puis finalement, il faut mettre les masques. Donc, bref, il y a une espèce de méfiance qui s'est développée. Mais donc, les gens ont commencé à croire que le Covid allait les rendre stériles. Et c'était une des grandes inquiétudes, et toutes les patientes nous posaient la question de mais j'ai eu le Covid, est-ce que je vais avoir des enfants, est-ce que je ne vais pas être ménopausée et tout. Donc, première chose, avoir eu le Covid n'impacte pas la réserve ovarienne. Après, le problème d'avoir dû repousser les patientes qui avaient le Covid, la question c'est est-ce que ça a altéré leur chance, est-ce qu'il y a eu une perte de chance du fait de les décaler? Donc dans cette étude, on voit que finalement, il n'y a pas eu d'impact négatif chez les patientes qui ont eu le Covid, qui ont été reportées, avec un délai moyen de 85 jours. Maintenant, il y a peut-être un effet sur les reports de plus de 180 jours. Et ça, c'est intéressant parce que 180 jours, ça correspond à un recrutement et une maturation ovocytaire complète. Puisqu'entre le moment où ça sort du stock et le moment où il y aura l'ovulation, il va se passer 3 mois. Et donc, peut-être qu'on aurait un effet justement sur 3 mois après. Maintenant, là, on est juste sur très peu de cas, puisqu'il n'y a que 29 cas qui sont publiés dans cette étude. Mais globalement, le fait d'avoir eu le Covid et d'avoir eu un décalage de prise en charge n'a pas induit de perte de chance sur les prises en charge en FIV. Et les études donc, de Youngster corroborent complètement les études de Sethi et de Wang. Donc globalement, c'est quelque chose sur lequel on est plutôt content. Il y a une seule étude, Orvieto, mais qui porte que sur 9 cas, qui disait qu'on avait une baisse de la qualité des embryons top à J5 après chez les patientes qui avaient le Covid. Mais pour l'instant, voilà, c'est quand même une toute petite série. Sur 9 cas, c'est facile d'avoir une variation, donc ça serait à confirmer. Après, sur les questions, pareil, de réassurance de prise en charge, on est plutôt rassuré, puisqu'on sait qu'on n'a pas retrouvé de Covid-19 dans le liquide folliculaire, dans les ovocytes. Il y a eu quelques publications qui disaient qu'il y en avait peut-être dans le sperme, mais en tout cas, dans l'ovocyte, le liquide folliculaire, on ne l'a pas retrouvé, ce qui est plutôt rassurant pareil, puisque dans la diapo d'avant, j'ai oublié d'en parler, beaucoup de centres avaient décidé de faire de l'ICSI de façon systématique, parce que justement, il y a la préparation du sperme avec le lavage, en se disant que, comme ça limitait les risques infectieux. Maintenant, est-ce que c'est pareil, le fait d'avoir fermé nos centres, d'avoir reporté, est-ce que les patientes qui sont en IOP, chez qui normalement on pourrait sentir un sentiment d'urgence à les prendre en charge, est-ce qu'il y a eu une perte de chance chez ces patientes? Et bien là encore, a priori, il n'y a pas eu tellement de perte de chance. Alors cette étude, elle a été publiée en 2020, mais en fait le délai n'est pas du tout lié au Covid. C'est simplement que les patients, ils ont regardé entre le moment où il y avait la consultation, où ils décidaient la prise en charge et le moment où la FIV avait lieu. Ils ont regardé si justement c'était pareil chez les patientes qui faisaient la FIV rapidement et celles qui se décalaient.
Et ben on voit que sur des délais de 50 à 128 jours, finalement, il n'y a pas d'impact négatif. Donc le fait d'avoir reporté ces patientes, même si elles sont myopées, donc il définissait l'insuffisance ovarienne prématurée par une AMH inférieure à 1,1, bah là encore, a priori, on n'a pas induit de perte de chance, donc on ne pourra pas se dire qu'il y a des gens qui n'auront peut-être pas d'enfants, parce que justement, il y a eu un report qui a été lié au Covid. Pareil, toujours dans la même étude, il avait séparé encore 2 groupes supplémentaires sur les IOP extrêmes, avec une AMH inférieure à 0,5, où là quand même ça commence à devenir un petit peu tendu, et les patients de plus de 40 ans, où là effectivement le fait d'attendre va augmenter le taux d'aneuploïdie embryonnaire, et bien finalement il retrouve des résultats qui sont plutôt bons, et donc il dit qu'il n'y a pas d'impact. Donc le fait d'avoir décalé nos patientes de quelques mois n'a pas d'impact, donc le fait d'avoir reporté du fait de Covid, logiquement n'induit pas de perte de chance. Dans les autres questions, c'est est-ce que le fait d'avoir vacciné, parce que c'est pareil, il y a eu toute une vague un peu de méfiance sur cette vaccination, parce que vaccin sorti très rapidement, donc les gens étaient inquiets, parce qu'en plus, il y avait eu d'autres histoires sur des vaccins, notamment l'hépatite B, donc les gens étaient un peu inquiets, est-ce que le vaccin va avoir un impact? Puisque là aussi, le vaccin pouvait allonger le cycle. Et bien donc, quand on compare les patientes qui ont été prises en charge en FIV, vaccinés ou avant vaccination et après vaccination, on voit que les résultats sont complètement identiques. Donc là, il parlait de la seconde dose, donc en tout cas, ça n'a pas d'impact a priori. Donc on peut vacciner nos patientes et les rassurer. Et au contraire, il faut qu'elles soient vaccinées pour la sécurité après de la grossesse, dont on parlera dans un instant. Maintenant, là encore, la seule petite réserve que je mets, c'est là on est sur des délais de 85 jours, mais comme il y avait eu cette petite étude qui est sortie à 180 jours, j'attends de voir les études qui portent à plus de 180 jours, parce que pour l'instant elles ne sont pas là. Maintenant c'était une petite série, mais c'est vrai que ça m'intéresserait de le savoir. Ensuite, donc l'impact sur les grossesses, au début on a eu toute une vague d'inquiétude, parce que est-ce que le Covid, ça serait comme un CMV, est-ce qu'il pouvait induire des troubles chez le fœtus, des malformations, des retards mentaux? Donc au début, on était très inquiets. Et finalement, on a commencé à avoir très rapidement des études sur les banques des pays nordiques, pays américains, États-Unis et Canada, qui nous disent que finalement, la grossesse se passe plutôt bien, qu'on n'a pas de risque de retard de croissance, il n'y a pas eu de décès néonatal chez les bébés liés au Covid, plus de prématurité, mais dans l'article, ils disent bien que justement, c'était peut-être induit par le stress de l'équipe obstétricale. C'est-à-dire que si la patiente était à 37 semaines, qu'elle développait un Covid, ils se disaient à 37, est-ce qu'on n'a pas intérêt à le sortir? Parce qu'à 37, il va aller bien, plutôt que de risquer d'attendre et qu'il y ait peut-être un effet délétère plus tard. Donc il y a peut-être eu une petite prématurité quand même induite de ce fait-là. La seule chose qu'il note quand même dans l'étude, c'est une mort maternelle de 0,5% contre 0,03% attendu. Ça, c'est quand même important parce qu'on va le retrouver en fait dans d'autres études, cette surmortalité. Maintenant, le problème, c'est qu'ils publient des énormes séries dans lesquelles ils vont très peu détailler leur population. Et notamment dans la discussion, moi j'aurais bien aimé savoir si ces patientes qui sont mortes à l'accouchement avaient justement des facteurs de risque particuliers, puisqu'on sait que ça a été publié dans les premières études américaines, les patientes d'origine africaine qui ont un surpoids morbide, qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension, ce sont des facteurs de risque de faire des Covid graves, et ce sont aussi des facteurs de risque obstétricaux, qui donc peuvent peut-être jouer dans cette augmentation. Une autre étude, là encore, qui s'intéresse uniquement au Covid sévère. Donc vraiment les atteintes respiratoires graves, on parle des patientes qui sont en soins intensifs, qui sont en réanimation, en ventilation mécanique, où là effectivement on a vraiment un impact qui est très sévère sur les grossesses, puisqu'on retrouve 64,7% de fausses couches chez les patientes qui étaient enceintes au premier trimestre. Après c'était des patientes qui avaient quand même des traitements aussi de réanimation qui étaient lourds. On est pareil sur des petits nombres de cas. Donc on est à 8 cas sur 12, donc on va dire que c'est une tendance, mais quand même, en premier trimestre, les Covid très sévères pour augmenter les risques de fausses couches. Ils retrouvent une mort maternelle dans 12,3% des cas, ce qui est quand même énorme. Pareil, du coup, plus de prématurité, plus de césarienne, plus de prééclampsie sévère, et ils retrouvent aussi des morts néonatales, mais a priori, là encore, qui ne sont pas liées à l'infection par le Covid, mais qui sont liées au contexte qui sont liés au contexte de prééclampsie et de prématurité. Là encore, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas de description de la population dans cette étude.
Si ces patientes sont en soins intensifs et en réanimation, c'est a priori qu'elles avaient aussi d'autres cofacteurs. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on me détaille ces cofacteurs pour savoir si une patiente jeune, en bonne santé, de 32 ans, peut effectivement se retrouver. Ah oui, la réponse est oui, ça peut arriver, mais ça sera quand même très rare. Mais donc les patientes, quand elles sont en Covid très grave, il y aura un impact sur la grossesse. D'où l'intérêt justement de la vaccination. Sur l'état néonatal, donc il y a eu plusieurs études, donc sur les banques suédoises, où au début, en fait, ils ont fait un peu comme ils pouvaient. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc ils ont fait... Merci madame. Ils ont fait un peu comme ils pouvaient, ils n'avaient pas de recommandations, donc ils ont fait ce qui leur semblait le mieux pour les patientes. Là, c'était une population qui était majoritairement obèse et en surpoids. Donc ils ont pris 68 patientes qui étaient positifs, et ils ont regardé en fait ce qu'ils ont fait. Donc il y a eu un petit peu plus de césariennes. Il y a eu un très grand prématuré à 22 semaines, mais a priori, ce n'est pas lié au Covid. C'était en fait lié à un autre facteur d'une rupture des membranes. Il y a 3 enfants qui sont nés positifs au Covid, mais qui allaient bien, et justement avec l'hypothèse que comme ils ont un système immunitaire immature, ben, ils ne font pas la fameuse tempête immunitaire. Voilà, ça va aller beaucoup mieux, merci. Ensuite, il y a quand même une étude qui... donc rapporte quand même un décès maternel au moment de l'accouchement lié au Covid. Donc en conclusion, le Covid a eu un bouleversement mondial aux multiples impacts, socio-économiques, médicaux. A priori, à court terme, le Covid ne semble pas impacter la fertilité, donc on ne devrait pas avoir de modification de prise en charge. Le fait qu'on ne le retrouve pas dans les gamètes, c'est plutôt rassurant. Et finalement, chez les grossesses, chez les femmes jeunes sans facteur de risque, il semble y avoir quand même peu de complications, donc on peut se montrer rassurant avec nos patients et continuer à avoir un suivi certes rapproché mais pas excessif, sauf par contre pour les formes qui sont très sévères, mais dans ces cas, si elles sont très sévères et encore une fois en ventilation mécanique, en réanimation, c'est qu'a priori il y a d'autres facteurs de risque qu'il faut quand même considérer et prendre en charge. Merci beaucoup Frédéric pour cette belle présentation. Moi c'est génial, à chaque fois que Frédéric parle, j'apprends énormément de choses. Non, faut pas que je le livre. Alors, du coup, on a l'impression, en fait, quand tu nous racontes ça, on a l'impression que le Covid, en fait, c'est un non-sujet sur la fertilité. À peu près, peut-être. Donc, moi, je chope le mien. Je te rappelle que je ne parle qu'au nom de la femme. Oui, eh bien, enfin, voilà, moi, je vais parler qu'au nom de l'homme. Je profite de cet arrêt pour présenter notre ami le Dr Branoun. C'est le vice-président de la Société royale de gynécologie obstétrique. Enchanté. Enchanté. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de l'impact du... pourquoi l'écran ne se partage pas du Covid sur la fertilité, enfin, sur l'homme, en fait. Pas que sur la fertilité masculine. Je vais pas revenir sur la problématique de l'arrêt de la PMA. On avait émis effectivement des recommandations. On avait émis des recommandations qu'on a écrites avec le comité du CAMS et l'AFU en fait sur l'arrêt de la prise en charge, l'arrêt de la congélation, les reports des couples à 3 mois et puis là plus ça va, moins on reporte les choses. Donc je vais vous remettre un petit peu plus. Voilà. Alors l'avantage du Covid, c'est qu'on a travaillé comme des fous en fait. La littérature, elle est devenue excessivement riche en fait. On a vu on pouvait plus opérer. On restait, le seul moyen de travailler avec nos collègues, c'était d'organiser des études, des webinaires, etc. C'est vrai qu'on a énormément travaillé. Il y avait plus de limite aux heures de travail, et puis il fallait écrire ses recommandations. On a une littérature géniale, énorme, en libre accès, ce qui nous changeait de d'habitude. Hein. C'est pour ça qu'on a pu faire aussi des beaux topos. Alors vive la littérature en full access. Et on va s'intéresser maintenant un petit peu au risque de ces Covid au court et à long terme. Alors le Covid chez l'homme, chez la femme, c'est différent parce que les hommes, les femmes, on est différents, n'est-ce pas ?
voyez, ce matin. Et en fait, l'homme, il va être beaucoup plus sensible au Covid pour des raisons constitutionnelles. Alors, vu qu'il y a un topo après sur Covid et testicules, je vais passer assez rapidement. Maintenant, tout le monde le sait, en fait, ce bon vieux Covid, il rentre dans la cellule parce qu'il a besoin d'entrer dans la cellule pour se répliquer, sinon il reste tout seul à se balader et c'est pas son but, c'est de faire une grosse fête. Pour entrer, en fait, il a besoin de se lier avec sa protéine Spike sur, ça nous rappelle Buffy contre les vampires, sur les récepteurs ACE qui sont sur les membranes, mais attention, ces récepteurs, ils sont pas partout, on va les trouver en particulier, en fait, sur le cœur, sur les poumons, sur l'intestin, le foie et sur le testicule. Hyper intéressant parce que du coup, ça nous explique aussi un petit peu au niveau physiopathologie pourquoi on a toutes ces problématiques avec le Covid qui vont entraîner effectivement des problèmes de pneumopathie, des problèmes en fait de gastro-entérite, ces formes de Covid qui étaient liées à ces gastro-entérites, ces anomalies au niveau du néphrose. Donc voilà, donc notre Covid va se lier à ce récepteur et passer à travers la membrane pour aller se répliquer. C'est un peu embêtant en fait parce que quand le Covid se lie en fait à ce récepteur, il va, vous allez le voir au fur et à mesure de la présentation, en fait, entraîner un déséquilibre du système rénine-angiotensin. Alors, en théorie, en fait, ça aurait dû entraîner énormément de problématiques au niveau de l'infertilité. Parce que ces récepteurs, en fait, on va les trouver énormément dans le testicule, sur les cellules des tubes séminifères, sur les spermatogonies, sur les Leydig, sur les Sertoli. Du coup, on s'attendait en fait à avoir des spermogrammes totalement catastrophiques. Dans les faits, dans la vraie vie, c'est pas toujours la même chose. Effectivement, en fait, on va trouver chez des patients qui vont présenter un Covid en réanimation des signes d'orchite avec des membranes de tubes qui vont se modifier, se ballonniser, des patients qui vont présenter quand ils présentent un Covid, un inconfort scrotal. Donc on pense qu'il y a une petite orchite virale, comme on a souvent des orchites avec d'autres virus. Mais qu'est-ce qu'il en est en fait dans les faits, si on a vraiment 20% de patients qui présentent une orchite à Covid, on pouvait s'attendre à beaucoup de choses. Dans les faits, en fait, on ne va pas trouver tellement de Covid dans le sperme. Les études sont pour l'instant contradictoires. Et même si on reste contradictoire, on a l'impression que ce serait très très rare de retrouver du Covid dans le liquide séminal. Alors peut-être que les rares études qui vont retrouver du Covid dans le liquide séminal, ça peut être une contamination. Pour l'instant, on ne le sait pas. Au niveau anatomopathologique, par contre, on a l'impression effectivement qu'il se passe des choses sur le testicule lui-même, en cas d'orchite, avec l'œdème classique, les changements en ballon des cellules de Sertoli, les vacuolisations, les membranes basales qui vont se modifier. Donc on pense qu'au niveau du testicule, il y a un effet du Covid. Alors, est-ce que c'est la même chose sur les paramètres hormonaux? Sur les paramètres hormonaux, on a eu plutôt l'impression d'avoir une augmentation de la LH et de la testostérone, avec ensuite, en fait, un retour à la normale des choses. On pense que c'est aussi lié à une certaine atteinte centrale, parce que le Covid, vous savez, va s'attaquer à des récepteurs sur l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, c'est un petit peu le centre aussi des choses, de la FSH, de la LH. Donc on s'attendait à beaucoup de modifications. Qu'est-ce qu'il en est sur le sperme? Effectivement, au moment de l'infection du Covid, on a l'impression que les choses dégringolent un petit peu. La numération diminue, la mobilité diminue, la fragmentation augmente. Est-ce que c'est vraiment le Covid, vu qu'il y a une atteinte testiculaire de temps en temps, mais on ne trouve pas dans le liquide séminal, ou est-ce que c'est plutôt l'orage cytokinique? En fait, on sait très bien aujourd'hui que les patients qui vont présenter quelconque infection, que ce soit la grippe, le Covid, on va avoir une inflammation avec une hyperthermie. Cette hyperthermie, en fait, va induire un stress pour le corps avec un stress oxydatif, une augmentation des ROS. Et quand on regarde des patients, alors ça c'est hyper intéressant parce que ce sont des patients qui font du don de sperme. Ces patients qui font du don de sperme, ils ont un spermogramme absolument parfait. Et chez ces patients qu'on va recruter et à qui on va demander de faire des recueils de façon systématique, au moment du Covid ou d'une infection type grippe, etc., on a une chute de différents paramètres et ça récupère derrière. Donc on pense plutôt que l'altération de la spermatogénèse, elle est temporaire sur le Covid et plus liée en fait à l'orage cytokinique qu'au Covid lui-même.
Alors, est-ce que le vaccin, en France, on est des grands parano du vaccin, on a vraiment du mal à aller se faire vacciner. Enfin, moi, j'étais plutôt pour me faire vacciner, au contraire. Et voilà, donc le vaccin, en fait, par contre, là, ça semble améliorer le spermocytogramme. Alors ça, c'est une étude qui a été faite sans comparaison du spermogramme avant Covid, mais en tout cas, c'était des patients qui avaient déjà eu au moins 2 enfants avec des DNC inférieurs à 1 an. Donc on s'attendait à ce qu'ils aient des spermogrammes strictement normaux. Ils ont été vaccinés et après la vaccination, on s'aperçoit en fait qu'ils gardent des spermogrammes qui sont strictement normaux avec des concentrations qui sont bien au-delà de 20 millions parce que vous voyez qu'ils sont à peu près en moyenne à 60 millions, des morphologies qui sont normales, on est dans du Kruger. Voilà, donc on est plutôt rassuré en fait sur le vaccin et le Covid, on est plutôt rassuré sur le Covid et la spermatogénèse. Mais il reste quand même quelques petites zones d'ombre à définir. En fait, il va falloir suivre effectivement ces patients sur le long terme parce qu'il y a d'autres impacts. Il y a eu un impact sexuel majeur chez les patients, les couples et chez l'homme en particulier. Vous allez voir, ils sont assez sensibles. On a fait des recommandations en fait sur la sexualité en période de Covid en mettant en évidence que le Covid n'est pas une maladie sexuellement transmissible. À condition de ne pas s'embrasser. Voilà, donc on a eu, c'était assez intéressant parce que les recommandations des sociétés savantes allaient plutôt vers l'utilisation de la masturbation, de sextoy et quelques pratiques en fait où les rapports buccaux étaient interdits. 3 petits points. Ça me paraît un petit peu compliqué en fait, mais voilà, chacun y voit ce qu'il veut. Donc voilà, on avait des recommandations assez nettes sur quel protocole sexuel mettre en place. Ensuite, est-ce que avec ce Covid, on a eu beaucoup plus de consultations pour des problématiques de dysfonction sexuelle? Effectivement, ça c'est une étude américaine assez intéressante, multicentrique. On n'a jamais vu autant de patients venus consulter pour des problématiques liées à des dysfonctions érectiles, à des éjaculations précoces. Donc ça nous a rapporté énormément de patients qui venaient en andrologie pour ces problématiques-là. Du coup, on s'est posé la question, peut-être que le Covid, le testicule, il laisse tranquille parce qu'ils en ont 2, mais est-ce qu'ils ne s'intéresseraient pas aux membres impairs? Eh bien, en fait, oui. On a l'impression, en fait, que sur le tissu érectile, en fait, on va avoir plus de dysfonctions érectiles secondaires après les Covid, et en particulier des Covid lents. Donc là, vous voyez, ce sont des coupes histopathologiques de tissus caverneux sur lesquels on va retrouver en fait beaucoup plus de Covid avec leur protéine spike et avec des altérations du tissu caverneux. Alors oui, effectivement, le Covid, ça va entraîner des problématiques de dysfonction érectile. Et vous voyez que les patients qui ont un Covid+, en fait, ils ont plus de chances d'avoir des scores altérés en termes d'IEF. Ça s'explique bien en fait parce que, vous l'avez compris, le Covid, il rentre dans la membrane avec sa petite protéine spike sur les récepteurs. Et du coup, en fait, il va déséquilibrer ces balances hyper importantes d'homéostasie entre l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2. Et vu qu'on a un masquage de l'ensemble des récepteurs, en fait, on aura plus d'angiotensine 2 qui va entraîner une vasoconstriction. La vasoconstriction, c'est totalement délétère pour la fonction érectile. Ça nous explique pourquoi est-ce qu'on a ces problématiques. On n'a pas ces problématiques chez tout le monde parce qu'effectivement, il y a des polymorphismes génétiques et du coup, il y a des polymorphismes de récepteurs qui vont expliquer pourquoi certains patients vont présenter plus ou moins ces dysfonctions après un Covid. Alors, ça se lie, vous l'avez compris, le Covid, c'est une maladie qui va être une maladie en fait endothéliale. Ça tombe bien, les problématiques érectiles sont des problématiques aussi endothéliales. Et cette inflammation qui va être favorisée une fois le Covid rentré par les médiateurs habituels qui sont l'interleukine, les TNF, va être un élément prédictif du risque de... Je saute trop, oui, ok, je sais. J'aurais voulu être une rockstar, mais ça ne marche pas. Voilà. C'est un peu dangereux, là. Voilà, je vais le tenir comme ça, dans ce cas-là, je vais essayer de faire mieux. Voilà, donc effectivement, en fait, la première question à se poser pour savoir si un homme va avoir un Covid grave, c'était de savoir s'il n'avait pas une dysfonction érectile préalable. Parce que vous êtes tous dans la salle, vous connaissez, vous savez très bien comment ça se passe, en fait, au niveau
du tissu caverneux, en fait, le tissu caverneux va être le reflet du risque chez l'homme de présenter à terme des insuffisances endothéliales qui sont la pierre angulaire de l'insuffisance artérielle et de la maladie coronaire ou de la claudication intermittente, de la claudication du pénis qui sera la dysfonction érectile. Donc effectivement, plus on va être à risque de dysfonction, plus on va risquer de faire un Covid long. C'est d'autant plus vrai en fait, alors je passe celle-ci rapidement, c'est d'autant plus vrai en fait que ces patients vont présenter un Covid grave quand ils sont jeunes. Plus on est jeune et qu'on a un Covid grave et que par la même occasion on a une dysfonction érectile qui arrive tôt dans l'âge, plus on va être à risque de présenter une forme grave de la maladie. Alors du coup, en fait, peut-être que nos traitements d'inhibiteurs de la 5 de l'IPDE5, en fait, vont être un traitement du Covid pour améliorer la fonction endothéliale. Alors ça a été démontré, en fait, de prendre de l'IPDE5, ça va favoriser, en fait, la fonction endothéliale au moment du Covid. Donc plutôt que de la chloroquine, pourquoi pas donner un IPDE5? Aujourd'hui, on a l'impression que ça marche un peu sur tout. En plus, c'est antioxydant. C'est hyper bien. Une fois qu'on a levé le Covid, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a par contre eu une recrudescence des autres maladies en fait sexuellement transmissibles qui ne font pas partie du Covid, avec des épidémies de syphilis, de novatose. On a de super beaux cas photos actuellement. C'est très intéressant. Sur les professionnels de santé, est-ce qu'il y a eu un impact en termes de sexualité? Effectivement, sur les professionnels de santé, il y a un vrai stress post-traumatique avec une des notions sur le stress post-traumatique qui est ces dysfonctions sexuelles. J'ai pas de chat dans la gorge pour l'instant. Non. Voilà. Donc effectivement, en fait, plus on va avoir, les professionnels de santé aussi vont être impactés par le Covid, même quand ils n'ont pas eu, en fait, et vont présenter derrière des dysfonctions sexuelles. Et la dysfonction sexuelle, en fait, on va être beaucoup plus à risque d'avoir des problèmes psychogènes par la suite. Alors, ensuite, est-ce que, du coup, avoir une sexualité, sans s'embrasser, bien entendu, on est en contexte de Covid, ça va améliorer est-ce qu'on va avoir un bénéfice? Là, ça aussi, ça a été démontré, en fait. Les patients ou les professionnels de santé qui ont maintenu une activité sexuelle pendant cette période de Covid, en fait, vont avoir moins d'anxiété, vont avoir moins de dysfonction sexuelle, vont avoir moins de risques de prise en charge par des benzodiazépines, donc vont aller beaucoup mieux. Donc le take-home là-dessus, c'est peut-être de continuer à avoir des rapports sexuels pour être en bonne santé pendant une période de Covid. L'implication, c'est effectivement de dire aussi à vos patients que maintenir une activité sexuelle, en fait, ça va permettre d'être mieux, que ce soit chez l'homme, chez la femme, parce qu'on va normaliser une hypertension artérielle, et quand on est moins hypertendu, on va faire moins un Covid grave, ça c'est encore nos systèmes rénine-angiotensine. Donc ça va être hyper important de dire à nos patients que cette activité sexuelle, qui est aussi une activité physique, va leur permettre de maintenir une bonne homéostasie cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'il en est sur le système immunitaire? On sait que quand on a des rapports sexuels, et souvent, quand on s'embrasse, en fait, on va aussi lutter pour avoir une meilleure immunité. Ça, c'est par le biais des IgA. Donc, les patients, en fait, il faut leur conseiller absolument d'avoir une sexualité. Ça va les protéger de faire un Covid long. Et vous voyez, en fait, cette dernière diapo, pour vous montrer que le Covid long va être beaucoup plus fourrailleur, lui aussi, en fait, de troubles érectiles sur le long terme. Et ces patients qui ont un Covid long sont des patients qui sont avec des facteurs de risque de dysfonction érectile. Donc, c'est typiquement le syndrome métabolique, avec des patients un peu obèses, hypertendus, etc. Et donc, ces patients-là, en fait, vont avoir plus de dysfonction érectile que les autres. Donc, au total, le Covid, c'est une maladie de l'endothélium. Effectivement, le testicule a plein de récepteurs à la CE, donc c'est pour ça qu'on va retrouver des orchites, mais qui ne vont pas toujours avoir d'altération de la qualité du sperme sur le long terme, même si on est plutôt sur du moyen terme. Mais par contre, pour savoir si votre patient va avoir un risque de Covid grave, il faut peut-être l'interroger sur sa fonction sexuelle et leur rappeler que d'avoir une sexualité, ça va être protecteur en termes d'impact psychologique, mais aussi en termes d'impact corporel.
Je vous remercie. Merci Charlotte.